Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Booktubes du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque Vaillant de Bourg-en-Bresse pour vous parler des animaux bizarres du Moyen-Âge. Cette longue période, plus glorieuse et plus riche qu'on ne le pense parfois, nous a laissé de nombreux manuscrits illustrés qui témoignent de l'omniprésence des animaux dans la culture médiévale. Et toutes les vidéos de chats et de chiens qui circulent sur YouTube ne pourront pas nous faire oublier qu'en termes de passion pour les animaux, tous les types d'animaux, nous n'occuperons jamais la première place. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui illustre un manuscrit, on l'appelle l'enluminure. Ça peut être une grande lettre, un petit dessin ou une belle peinture. On en trouve dans tous les types d'ouvrages, mais les bibles particulièrement en sont richement ornées, car ce sont souvent des commandes de nobles. Et comme avant l'imprimerie les livres étaient rares, il fallait que ceux qu'on avait soient divertissants jusqu'à la fin des jours. De fait, il est assez difficile de se lasser de ça ou de ça. La première chose qui surprend, c'est la distance qu'il y a entre les vrais animaux et leur représentation. Ce lion, par exemple, ne ressemble pas vraiment à un lion. Bon, est-ce que ça s'explique par le fait que les moines copistes étaient enfermés dans leurs cellules à scribouiller du matin au soir et qu'ils n'avaient donc aucune fichue idée de ce à quoi ressemblait un lion? Non. Les enlumineurs du Moyen-Âge ne cherchaient pas à représenter exactement la réalité. Ils n'avaient pas d'ambition photographique. C'était presque évident d'ailleurs. À quoi sert de dessiner parfaitement un coq alors que j'en vois déjà un vrai tous les matins? Le dessin prend ainsi une liberté qui manifeste son but principal, l'édification populaire. En clair, ici, on ne cherche pas à représenter parfaitement un lion, mais le symbole de la férocité. Là, on ne dessine pas l'agneau le plus précis possible, mais le symbole de l'innocence. Ce sont des peintures quasi éducatives, mais qui n'en restent pas moins profondément artistiques. Cette vision du monde animal trouve sa source dans le christianisme médiéval. Les animaux, qui coexistaient pacifiquement avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, sont désormais marqués par le péché originel. Le loup sera désormais carnivore et agressif. Le renard sera hypocrite. Les animaux occupent une place dans la vision morale du monde chrétien. Et on le comprend bien, quand on dit d'autrui c'est un serpent, on ne dit pas il n'a ni bras ni jambes. On dit c'est un salaud fourbe et rusé. Pour faire ça dans les grandes lignes, quand l'homme médiéval voit une colombe, il l'associe naturellement à la paix, puisque c'est l'oiseau qui a annoncé à Noé la fin du déluge dans la Genèse. Mais il l'associe également au Saint-Esprit, à la troisième personne de la Trinité. Autrement dit, les animaux qui entourent l'homme et la femme du Moyen-Âge sont habités d'une profondeur culturelle qui dépasse largement leur simple existence concrète. Ces interprétations sont diffusées dans des ouvrages qu'on appelle des bestiaires, car ils décrivent précisément les bêtes et leurs rôles allégoriques. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à l'arrivée des récits de chasse à la fin du XIVe siècle, l'omniprésence des animaux dans la culture médiévale ne manifeste pas une quête scientifique, mais plutôt morale, grâce à des fables que tout le monde connaît. C'est un procédé vieux comme le monde qu'on découvre dans le Physiologus, un bestiaire du IIe siècle, et que tous les écoliers apprennent dans les fables de La Fontaine. Les animaux ont quelque chose à dire sur notre existence. Au Moyen-Âge, le récit animalier le plus célèbre, c'est celui du roman de Renard. C'est un long texte anonyme, écrit au XIIe et XIIIe siècle, et qui raconte le conflit interminable et épique entre le goupil et d'autres animaux. Maître Corbeau, auquel Monsieur de La Fontaine en personne a bien voulu s'intéresser. Les seigneurs de la basse-cour, Messire Lecoq et sa gente épouse si méritante, Dame la Poule. Poltron, le lièvre, le pauvre petit lièvre, toujours traqué, toujours craintif, le cœur battant, l'oreille battante. Renaud et Cerbère, les deux adjudants de la ferme. Le loup, la louve et le petit loup. On n'aimerait pas les rencontrer le soir au coin d'un bois. Maître Blaireau, le plus grand avocat du barreau des bêtes, c'est lui qui plaidera pour le vrai héros de notre histoire. Regardez, le voici, c'est lui. C'est lui le renard terrible et malin, le renard toujours à l'affût. Ses innombrables ruses faisaient chaque jour le désespoir de tous les animaux, ses frères. Renard parvient, par ruse, à violer la femme d'Isengrin sous ses yeux, puis il l'emmène pêcher dans un étang gelé où il perd sa queue, puis le tonsure en lui versant de l'eau bouillante sur la tête, et enfin l'abandonne au fond d'un puits. Ce n'est qu'une partie de leurs aventures. Ces histoires, au ton paradoxalement léger, ont un succès phénoménal et sont traduites en plusieurs langues. Leur impact jusqu'à nous, on le mesure facilement. On ne dira plus un goupil, mais un renard. L'animal a pris le nom du personnage, c'est dire s'il est réel. Au revoir.